On entend parler sans arrêt de politique climatique. Il y a les taxes carbone, les subventions pour les voitures électriques, les normes de construction. Bref, il y en a des milliers dans le monde. Mais la question, au fond, elle est assez simple. Combien d'entre elles fonctionnent vraiment? Pas en théorie, hein, mais dans les faits. Quel a été leur impact réel, leur impact mesurable? Pour essayer d'y voir un peu plus clair, on a justement deux documents sous les yeux. Le premier, c'est une très grosse étude scientifique, parue dans la revue Science. Elle a vraiment passé au crible 20 ans de politique climatique. Et le second? Le second, c'est une simple note de calcul. On va s'en servir comme d'un traducteur, si on veut, pour que les chiffres, les milliards de tonnes de CO2, eh bien pour qu'ils prennent vraiment sens. D'accord. Notre mission aujourd'hui, c'est donc d'extraire la substance de tout ça, comprendre ce qui a marché et surtout mesurer l'ampleur réelle de ces succès. Et il faut le dire tout de suite, les conclusions, c'est un peu la douche froide. C'est fascinant d'un point de vue de l'analyse, mais assez démoralisant quand on regarde les résultats. L'étude montre qu'un nombre vraiment infime de politiques ont eu un impact significatif. Un film, c'est-à-dire? On y viendra, mais le plus troublant, c'est quand on additionne tout ça. Toutes les réductions d'émissions obtenues grâce à ces rares succès. Le total, quand on le met en perspective, il est d'une taille qui laisse vraiment songeur. D'accord, alors plongeons là-dedans. Commençons par l'étude elle-même. Le cadre est impressionnant, on parle d'environ 1500 politiques climatiques analysées. Oui, entre 1998 et 2022. Et ça couvre 41 pays qui représentent à eux seuls 81% des émissions mondiales. C'est énorme. Absolument. L'idée, c'était vraiment de sortir des anecdotes, des exemples qu'on entend toujours, pour avoir une vision d'ensemble, une vision objective. Et pour ça, la méthode est assez originale, j'ai trouvé. Très original, oui. D'habitude, un chercheur prend une politique, une taxe par exemple, et essaye de mesurer son effet. C'est très compliqué. Parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui jouent en même temps. Exactement. Là, ils ont inversé la logique. Ils ont utilisé des techniques d'apprentissage automatique, du machine learning, pour d'abord scanner des décennies de données d'émissions de CO2 secteur par secteur. L'électricité, l'industrie, les transports. C'est ça. Et la machine cherchait ce qu'ils appellent des ruptures structurelles. Une rupture, c'est-à-dire? C'est une baisse soudaine, nette, et qui dure dans le temps. Une baisse des émissions qui ne peut pas s'expliquer par les facteurs habituels, comme une crise économique ou un hiver particulièrement doux. Une vraie cassure dans la tendance. D'accord. Et c'est seulement après avoir trouvé ces moments de bascule qu'ils sont allés chercher, dans leur base de données de 1500 politiques, si une intervention correspondait à cette baisse. C'est un peu comme une enquête de police scientifique, en fait. On trouve la preuve du crime, la baisse d'émissions, et ensuite on cherche le coupable, la politique efficace. C'est une excellente image. C'est tout à fait ça. Alors le verdict. Sur ces 20 ans et ces milliers de politiques, la machine, elle a trouvé combien de ces fameuses ruptures? Et c'est là que le premier chiffre choc tombe. Sur toute la période, sur tout le périmètre, l'étude n'a détecté que 69 de ces ruptures structurelles. 69? Et après une analyse humaine, 63 d'entre elles ont pu être associées de manière crédible à une ou plusieurs politiques. Attendez que je sois bien sûr de comprendre. Sur près de 1500 politiques mises en place, souvent avec beaucoup de bruit, de grands budgets, seuls 63 ont eu un effet assez puissant pour casser la courbe des émissions de manière visible. C'est ça. Mais c'est incroyablement peu. Ça veut dire que plus de 95% des mesures analysées n'ont eu aucun effet mesurable. C'est exactement ça. Et c'est une prise de conscience assez brutale. Ça ne veut pas dire que les 95% autres étaient inutiles. Certaines ont peut-être préparé le terrain. Bien sûr. Mais elles n'ont pas été le facteur déclenchant d'une baisse majeure. L'étude parle d'un fossé de la connaissance sur ce qui fonctionne, qui serait aussi important que le fameux fossé de l'ambition dont on parle tout le temps. On croit savoir ce qui marche, mais en réalité, En réalité, on navigue un peu à vue. justement, parlons de ce qui marche. Quel est le secret de ces 63 interventions? Qu'est-ce qui les différencie du reste? La réponse la plus claire qui ressort, c'est que les politiques qui fonctionnent ne sont presque jamais des mesures isolées. Ce sont ce que les auteurs appellent des cocktails de politique, des policy mix. Des cocktails de politique. J'aime bien l'image. C'est l'idée d'une combinaison d'instruments différents qui se renforcent les uns les autres pour pousser tout un secteur dans la même direction. Et on a des exemples concrets de ces cocktails réussis? Oui, et ils sont très parlants. Prenez le secteur de l'électricité au Royaume-Uni. On voit une chute spectaculaire des émissions vers 2015.
On l'attribue souvent à une seule mesure, leur prix plancher du carbone. Oui, on en entend souvent parler. L'étude confirme que c'était un ingrédient clé. Mais ce n'était pas le seul. Dans Shaker, il y avait aussi des normes qui obligeaient les fournisseurs à intégrer des renouvelables, des standards de pollution de l'air bien plus stricts, et surtout, l'annonce politique claire d'une sortie totale du charbon. C'est cet ensemble qui a provoqué la rupture. D'accord. Donc le prix a donné le signal économique, mais les régulations et la vision politique ont verrouillé le tout. Exactement. Autre exemple, dans un contexte très différent, l'industrie en Chine. On identifie une baisse notable en 2016. Elle coïncide avec les projets pilotes de marché du carbone. Mais ce n'est pas tout, j'imagine. Non, encore une fois, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Au même moment, le gouvernement réduisait massivement les subventions aux fossiles et mettait en place des financements publics pour aider les usines à investir dans l'efficacité énergétique. Donc, un instrument de marché, une réforme des subventions et un soutien à l'investissement. C'est ce triptyque. Voilà, un bon cocktail. Ce que je retiens, c'est que l'idée de la mesure miracle du bouton magique qui règle tout, c'est un mythe complet. Le succès est dans la combinaison. Précisément. Et l'étude note même que des outils très populaires, comme les subventions seules, ne sont que très rarement associés à des baisses d'émissions s'ils ne font pas partie d'un ensemble plus large. Notamment avec un signal prix. Surtout avec un signal prix, oui. Mais la recette parfaite du cocktail, elle varie. Les instruments de prix, ça semble très efficace pour l'industrie. Pour les transports ou le bâtiment, où les choix de millions de ménages entrent en jeu, c'est plus complexe. Là, il faut plutôt une combinaison de réglementation, de subventions, d'informations. Exactement. Ce qui nous ramène à la question de fond. Au total, on parle de quelle quantité de CO2 éviter? C'est la question cruciale. Et c'est là qu'on passe de l'analyse qui est fascinante à la conclusion qui, elle, donne le vertige. Le chiffre brut de l'étude, c'est une fourchette. L'ensemble de ces 63 politiques a permis une réduction totale estimée entre 0,6 et 1,8 milliard de tonnes de CO2. D'accord. Pour la suite, soyons optimistes. Gardons l'estimation la plus haute. 1,8 milliard de tonnes. 1,8 gigatonnes. Ok, 1,8 milliard de tonnes de CO2. Le chiffre en lui-même est tellement abstrait qu'il ne veut rien dire. C'est beaucoup, c'est peu. C'est là que notre note de calcul entre en jeu. Comment on peut mettre ça en perspective? On peut faire deux comparaisons. La première, c'est par rapport aux émissions d'une seule année. D'après les dernières données, les émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie, c'est environ 37 à 38 gigatonnes par an. 38 gigatonnes. Donc nos 1,8 gigatonnes de réduction, qui sont le fruit de 20 ans des politiques les plus efficaces, représentent moins de 5% d'une seule année d'émissions. Moins de 5%. Dit autrement, Dit autrement, c'est comme si on avait réussi à éteindre la totalité de la machine économique mondiale, à stopper toutes les émissions de la planète. pendant combien de temps? Pendant environ 17 jours. 17 jours. C'est déjà une claque. On a l'impression d'avoir lutté pendant 20 ans pour un résultat qui est effacé en moins de 3 semaines d'activité normale. C'est ça. Mais la comparaison la plus fondamentale, celle qui touche vraiment au cœur du problème, n'est pas avec le flux annuel, c'est avec le stock. Ce qui cause le réchauffement, c'est l'accumulation de tout le CO2 qu'on a envoyé dans l'atmosphère depuis le début de l'ère industrielle. Notre dette climatique. Notre dette climatique, exactement. Et depuis 1850, l'humanité a émis un total cumulé d'environ 2607 gigatonnes de CO2. D'accord. Le tableau est posé. D'un côté, le fruit de 20 ans des meilleures politiques climatiques. 1,8 gigatonnes de CO2 évitées. Oui, De l'autre, le poids de notre héritage industriel. 2607 gigatonnes accumulées. La question finale est simple. Que représente le premier par rapport au second? le résultat est d'une sobriété brutale. 1,8 divisé par 2607, ça nous donne environ 0,069%. On va arrondir. 0,07%. Oui, 0,07%. 0,07%. C'est ça, moins d'un dixième de 1%. C'est un chiffre qui force à l'humilité. On pense avoir déplacé des montagnes, et en réalité, on a à peine bougé un caillou par rapport à la masse du problème. C'est le point central de notre analyse, en fait. Absolument. Le succès de ces politiques est réel, il est mesurable, il nous apprend des choses précieuses. Mais son échelle est minuscule face à l'héritage historique du problème. Alors, si on résume ce qu'on a appris,
Premièrement, une majorité écrasante des politiques climatiques n'ont pas eu d'impact majeur, mesurable. La réussite, c'est l'exception. C'est ça. Deuxièmement, les rares succès sont presque toujours des cocktails qui combinent intelligemment plusieurs outils. Oui, le prix, la norme, la subvention. Et troisièmement, le point le plus dur, l'impact cumulé de ces succès sur 20 ans représente moins de 0,1% du problème historique. C'est une synthèse parfaite. D'ailleurs, les auteurs de l'étude finissent sur une projection. Ils ont calculé ce qui se passerait si les 41 pays de leur analyse parvenaient, d'ici 2030, à répliquer dans chaque secteur les politiques les plus efficaces qu'ils ont observées. Un scénario ultra optimiste où tout le monde copie les meilleurs élèves. C'est l'idée. Et même dans ce scénario idéal, ça ne permettrait de combler qu'environ 26% de l'écart qui nous sépare des objectifs climatiques de 2030. Un quart du chemin. Un quart. Pour le dire autrement, il faudrait faire, d'ici les prochaines années, 4 fois mieux que le meilleur de ce qu'on a réussi à faire en 20 ans. 4 fois mieux que le meilleur. Ce qui nous amène à la pensée finale. L'étude nous dit brillamment ce qui a fonctionné dans le passé, avec les outils du passé. La conclusion logique serait de dire « Ok, on a la recette, il faut la généraliser partout et l'accélérer par 4 ou 5 ». Oui, ça semble logique. Mais face à l'échelle du problème, illustré par ce 0,07%, une autre question se pose. Doit-on seulement se concentrer sur l'optimisation de ces approches ou est-il temps de reconnaître que, même optimisées, elles risquent d'être insuffisantes et qu'il faut investir en parallèle et manière massive dans la recherche et le déploiement de technologies de rupture capables de changer radicalement les règles du jeu pour atteindre une véritable économie net zéro ?